Bonsoir et merci de votre présence. Donc ce soir, nous reprenons le cycle des conférences dans le cadre, dans le cadre du cycle sur la voix des Amérindiens. Nous accueillons M. Gilles Gavel qui va nous parler de l'évangélisation des Indiens au XVIIe siècle. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous rappeler qu'actuellement, nous vous proposons une exposition dans le hall qui s'intitule « Voyage en terre andine », qui aura lieu jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et après, vous pourrez voir cette exposition au mois de mars à la bibliothèque Salim Atoubou ou alors au mois d'avril à Saint-André. Je vous annonce également que les conférences vont continuer durant les mois de janvier, mars et avril. Au mois de janvier, le 28 janvier, nous vous proposons la conférence « Les Indiens des plaines, mode de vie et rituel » par M. Georges Kouyoumoutsakis. Et après, le cycle reprendra au mois de mars. Je vous laisserai regarder à la sortie. Vous avez le programme pour les conférences du mois de mars. Voilà. Petit rappel, je vous demanderai de mettre vos téléphones sur vibreur et de bien garder vos masques sur le visage. Voilà, je vous laisse vous présenter votre conférence. Bonne conférence. Bonsoir, messieurs, dames. Je viens d'entendre qu'il va y avoir une conférence à propos des Indiens des plaines. Donc ce sont à propos des Amérindiens, on va dire. La plupart du temps, aujourd'hui, l'intérêt est majoritairement porté sur les Indiens d'Amérique du Sud, les Amérindiens d'Amérique du Sud, à cause des grandes civilisations bâtisseuses, Mayas, Aztèques, Incas. Donc on parle beaucoup moins des Indiens d'Amérique du Nord, dont le destin a été moins flamboyant, si je puis dire. C'est donc, et parmi les Amérindiens d'Amérique du Nord, on parle plus souvent, si nous sommes contemporains, quand nous étions jeunes, on voyait beaucoup de westerns, et les westerns présentaient la plupart du temps les Indiens des plaines, c'est-à-dire la nation Sioux en particulier. Les Amérindiens dont je vais vous parler maintenant, ce ne sont pas ceux-là, ce sont ceux qui se situent en Amérique du Nord-Est, c'est-à-dire dans l'actuel État d'Ontario au Canada et l'État de New York et du Maine aussi aux États-Unis. Donc les peuples du Nord-Est. Je vais vous en parler à travers le témoignage des témoignages très particuliers. Le problème pour les Amérindiens, c'est qu'ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Et une fois qu'après ce silence, il y a eu la mort, en fait, ou la disparition, ou en tout cas l'extinction progressive jusqu'au XIXe siècle. Aussi, pour parler d'eux, on est obligé de recourir à des témoins assez particuliers. Ce sont les témoins européens administrateurs, voyageurs, militaires, qui ont écrit des mémoires, par exemple, ou des relations. On peut recourir aussi alors, à une source très abondante, mais évidemment une source très particulière et un peu biaisée, c'est celle des missionnaires, et en particulier des missionnaires jésuites, qui dès le début du XVIIe siècle se sont allés sur le territoire américain pour évangéliser, apporter l'évangile aux Amérindiens. Ce qui n'a pas été sans peine et qui a donné lieu à un très grand nombre de textes. Si vous voulez une image, en gros, les relations jésuites, c'est-à-dire les rapports des jésuites annuels, représenteraient en gros 5 bons volumes Pléiades. Voilà. Et c'est une matière évidemment énorme, et à travers le discours religieux, évangélique, exemplaire, je dirais moraliste par le moment, on a, c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces relations, on a des images, on a des passages parfois assez longs sur les coutumes, sur la façon d'être des Amérindiens. C'est une des seules façons que nous avons de les connaître. J'ajouterai à cela que, pour illustrer mon propos, j'ai choisi une iconographie essentiellement liée à l'archéologie, parce qu'une des sources qui nous reste aussi pour découvrir les Amérindiens de cette région, c'est l'archéologie, c'est-à-dire les fouilles que les archéologues canadiens et américains continuent de mener de nos jours. Et on a, à travers ce travail, des renseignements assez précieux.
Donc tout cela nous amène à une connaissance un peu plus précise si l'on trie bien les rapports écrits des missionnaires. Alors, je vais être un petit peu long peut-être sur les préliminaires parce qu'il faut comprendre de quoi on parle exactement, d'où on parle, de quel lieu et de qui il s'agit. C'est-à-dire que le contexte c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait autrefois le contact entre les Amérindiens et les Européens, on appelait ça les grandes découvertes. Alors le terme, vous le savez sans doute, a été abandonné parce que les découvertes, il n'y avait pas rien à découvrir puisque les Indiens étaient habités là depuis déjà au moins 15 000 ans et selon les derniers travaux archéologiques, peut-être depuis 25 000 ans avant notre ère. Donc découverte non, mais on parle maintenant de contact. Donc je vais être un petit peu détaillé sur les conditions du contact et l'explication de la présence de missionnaires jésuites en Amérique du Nord, chez, comme on disait à l'époque, les sauvages, parce que c'est ainsi qu'on appelait les Amérindiens dans les textes de façon tout à fait naturelle et sans nécessairement qu'il y ait une nuance péjorative qu'on pourrait lui donner aujourd'hui. Alors, c'est d'abord en Amérique du Nord. Voici une carte de la région qui nous intéresse, c'est déjà quelque chose d'assez étendu. Les premiers contacts sont d'abord une présence officielle d'Européens qui n'ont rien laissé comme témoignage. Ce sont en fait des pêcheurs baleiniers basques, des pêcheurs portugais, des pêcheurs bretons, puis anglais, et des pêcheurs normands aussi, qui se sont rassemblés depuis, on a les premiers témoignages en 1503, c'est-à-dire au début du XVIe siècle, qui se sont rassemblés. Est-ce que vous suivez la flèche ici? Voilà, dans cette région, c'est-à-dire le golfe du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est ce grand fleuve ici qui va jusqu'au Grand Lac. Des pêcheurs qui se sont rassemblés autour de Terre-Neuve, près de l'île Saint-Jean, près de l'île Royale, et qui pêchent essentiellement la morue. D'autres vont pêcher des petits cétacés et les baleines à l'entrée du Saint-Laurent. Il n'y a pas de témoignage écrit, mais on sait que vers 1560-1570, il y a déjà 30 000 pêcheurs autour de Terre-Neuve qui préparent la morue sèche, c'est-à-dire la morue que l'on étend sur, comme on disait à l'époque, des échafauds, c'est-à-dire en fait des tréteaux, sur des centaines de mètres. On fait sécher la morue découpée préalablement, ou alors de la morue verte, c'est-à-dire la morue qu'on sale et qu'on entasse dans les bateaux avant de la transporter, bien sûr, à Lisbonne, à Bordeaux, à La Rochelle, etc. Alors, ce contact des marins pêcheurs nécessairement avec les Amérindiens, en particulier des Amérindiens qui vivent sur la bordure du Labrador, ou à Terre-Neuve, ou à l'embouchure du Saint-Laurent, va se traduire très vite par une espèce d'accord avec, je dirais, des échanges qui peu à peu vont devenir des échanges lorsque une espèce de langue commune va être créée à base de basque et à base d'algonquin, par exemple, c'est-à-dire un des peuples qui habitent au nord. Eh bien, ces échanges vont peu à peu aboutir à du troc. C'est-à-dire que les marins vont prendre l'habitude non seulement de ramener du poisson chez eux, mais d'amener en Amérique des denrées que les Indiens apprécient. Ces denrées, c'est par exemple des objets métalliques, des hachettes, des outils, des couteaux, des chaudières, comme on dit au Canada encore aujourd'hui, c'est-à-dire des chaudrons, des marmites en cuivre, et puis des capots, comme on disait, c'est-à-dire des manteaux de marins, des couvertes, c'est-à-dire des couvertures, et tous ces objets servent de troc. Et qu'est-ce qui intéresse les marins au début du XVIe siècle et jusque pratiquement au XIXe siècle inclusivement? C'est des fourrures. Les fourrures. L'Europe, les classes privilégiées en Europe utilisent énormément de fourrures pour doubler les manteaux. Les maisons sont froides, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de certains portraits des grands humanistes du XVIe siècle. On les voit souvent avec un bonnet
et avec une grande robe bordée d'hermine ou bordée de martre, etc. Et tout ça pour se tenir chaud. Alors il y a ça, et aussi le grand trafic qui devient très important, c'est les castors, la peau de castor. La peau de castor, pourquoi? Parce qu'avec une peau de castor qui se travaille très bien, on fait des chapeaux. Et la mode, pendant 3 siècles, c'est de fabriquer des chapeaux en peau de castor. Voilà. Ça va devenir un commerce extrêmement lucratif. Pour le moment, donc, dans ce commerce que j'ai qualifié d'officieux, il n'y a pas tellement de traces. Mais il va être très vite relayé par une présence officielle. Alors la présence officielle, c'est au XVIe siècle ce qu'on appelle les grands explorateurs. Je ne détaille pas, hein, des gens comme Jacques Cartier, par exemple, au mi-temps du siècle, vers 1550, et à la fin du XVIe siècle, début XVIIe, par un autre, peut-être dont vous avez entendu le nom, c'est Samuel de Champlain, qui va terminer comme une espèce de vice-gouverneur de la région du Canada dont la colonisation commence. Alors, cette présence officielle, c'est des expéditions financées par le roi de France. Je ne parlerai pas des autres, des concurrents, c'est-à-dire des Hollandais, des Anglais, des Espagnols au sud, mais je m'en tiendrai aux Français, puisque les témoignages que nous avons sont essentiellement des témoignages en français. Et pourquoi ces expéditions? C'est très simple, parce que le roi de France se sent lésé par rapport aux Espagnols et aux Portugais, qui se sont installés déjà pratiquement sur les 2 tiers du globe. Et en particulier, quand vous pensez à un État comme le Portugal de cette époque, qui a certes une belle façade atlantique, mais où il y a 1,5 million d'habitants, et le Portugal est présent pratiquement sur les 2 tiers du globe, en Asie et en Amérique, au Brésil, un peu partout. Donc la France se sent lésée, et donc il y a des tentatives pour s'installer sur la façade est de l'Amérique. Alors, il y a des avantages à cela. La France, c'est sa façade atlantique. Deuxième avantage, c'est la présence de marins professionnels formés, je dirais, à cela, c'est-à-dire les Bretons et les Normands, en particulier des Normands et des capitaines normands et des armateurs normands qui sont protestants la plupart du temps. Mais il y a des handicaps pour la France qui sont bien connus historiquement. C'est le fait qu'en France, 20 millions d'habitants à l'époque, l'Angleterre en a 5 millions à peine à l'époque. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus riche. Les terroirs sont les plus grands et les plus riches. Et donc la population paysanne n'éprouve pas, même si rien n'est rose dans la vie d'un paysan au XVIe siècle, il n'empêche qu'il n'y a pas de désir ou de besoin d'émigration. Voilà. Je vous donne tout de suite un exemple sur lequel je ne reviendrai pas. Il y a, lorsque Québec, qui est un simple poste au début, un petit fort habité par 30 ou 40 personnes en 1607, lorsque Québec se peuple un peu, c'est quelques centaines de personnes 30 ans plus tard, c'est-à-dire dans les années 30-40. À la même époque, il y a déjà 15 000 immigrés, colons, dans ce qui deviendra les 13 colonies anglaises, c'est-à-dire la façade de ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Donc, vous voyez, l'émigration française, c'est très peu de choses au Canada, et ça va être très longtemps cela. Donc, il y a ces handicaps, et en plus, il y a une idée, un mythe, mais qui est partagé par tout le monde, par tous les administrateurs et par tous les ministres et les souverains français, c'est la crainte du dépeuplement. Il ne faut surtout pas laisser partir les Français de France, parce que le dépeuplement conduirait à la ruine. Bon, c'est une idée fausse, évidemment, mais elle contribue à ce que les politiques de peuplement soient, je dirais, intermittentes et jamais suivies complètement des faits. Enfin, il y a un dernier point qui pourrait paraître pour un point de détail, c'est que très rapidement, l'édit de Nantes de tolérance accordé aux protestants n'empêche pas la lutte de se poursuivre. Et une des premières traces de cette lutte qui se poursuit par l'Église catholique majoritaire contre les protestants, c'est d'interdire la présence des protestants au Canada. Voilà. Donc vous voyez que les conditions de l'émigration française et donc des possibilités du contact avec les Amérindiens sont réduites au début. Deuxième point que je développe, après ces deux types de présence, c'est le contexte religieux. Alors, l'exploration des terres nouvelles
aussi bien pour les Espagnols, les Portugais que les Anglais et les Français, c'est au XVIe siècle un contexte religieux pour le moins agité. C'est-à-dire qu'il y a eu, au début du XVIe siècle, la réforme protestante, dès les années 1605-1610, avec les points de Luther, etc., enfin tous les réformateurs protestants. Et il y a eu ensuite ce qu'on appelle la contre-réforme catholique, ou tout simplement la réforme catholique, qui a abouti avec, je ne détaille pas, le Concile de Trente, qui a duré 18 ans, et le Concile de Trente, il a organisé l'Église catholique pratiquement jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à Vatican II. Bien. Avec une réforme intérieure pour les prêtres, qu'il fallait mieux former, qu'il fallait réguler, qu'il fallait organiser, et une réforme extérieure pour réévangéliser les croyants de France et d'Europe en général. Alors, les responsables de cette réforme catholique, c'est-à-dire de cette reprise en main des cadres religieux, des prêtres ou des moines, et la reprise en main des fidèles, elle s'exerce de la façon suivante. Les moteurs de cette réforme, c'est-à-dire les prêtres, les évêques et un certain nombre d'ordres monastiques, vont tout d'un coup s'apercevoir avec horreur que dans les campagnes françaises, on pratique une espèce de christianisme païen ou de paganisme christianisé, avec des croyances populaires qui remontent à des temps très anciens, et que le message évangélique est certes passé, les gens vont bien aux cérémonies principales, mais quelqu'un comme Vincent de Paul, par exemple, personnage bien connu, qui est un missionnaire intérieur, lui, en France, s'aperçoit, par exemple, en allant voir un prêtre breton, que ce prêtre breton ne connaît pas la formule de l'absolution pour les mourants, ou ne connaît pas ce qu'il faut dire au moment des naissances et de la cérémonie du baptême. Donc, grand effroi dans l'Église catholique et grand désir de réforme justifié, qui fait qu'on décide d'organiser à l'intérieur ce qu'on appelle des missions. Les missions, c'est envoyer des prêtres formés pour cela dans toutes les régions de France. Puis on s'aperçoit aussi qu'il faut non seulement en envoyer en France, mais il faut en envoyer en fait partout. C'est-à-dire qu'il y a et je cite ici l'historienne de ce mouvement, qui est une historienne qui s'appelle Deslandres, Madame Deslandres, qui est une historienne canadienne qui a écrit sur les missions catholiques. Elle dit, ça paraît un peu drôle, disons, les agents convertisseurs, et en particulier donc les jésuites, en viennent à considérer du même œil les catholiques tièdes, les paysans ignorants, les hérétiques de France, comprenez les protestants, les peuples païens du Moyen-Orient, les idolâtres des Indes, les Turcs, comme les sauvages du Canada. Autrement dit, la totalité du monde. Comme aurait dit le général, vaste programme. Il s'agissait en fait de reconvertir et de convertir le monde entier. Et c'est un programme qui a été endossé par un certain nombre d'ordres monastiques, mais en particulier par l'ordre des Jésuites, qui fondé en 1540, et qui est un ordre quasi militaire, qui ajoute aux vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, qui ajoute un quatrième vœu, le vœu d'obéissance au pape. Et c'est un ordre fondé par un soldat, Saint Ignace de Loyola, qui est un ordre militaire. On les appelle les milites Christi, c'est-à-dire les soldats du Christ. Et voilà, je vous ai mis un petit peu de latin, puisque les jésuites rédigent absolument tous leurs textes en latin d'abord. Donc les missions, voilà quel est leur programme. Des missions ad hereticos, c'est-à-dire les hérétiques c'est les protestants, ad rusticanos, les rustiques c'est les paysans, et ad infideles, et là j'ai résumé le monde hors de l'Europe. Et parmi eux, bien entendu, les sauvages nouvellement découverts. Voilà. Les sauvages, c'est le nom que l'on retrouve partout. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mot qui n'a pas forcément de sens péjoratif. Mais on ajoute souvent, et on voit ça dans ces pages entières de ces relations jésuites, on nous dit « ces pauvres sauvages ». Alors, ces pauvres sauvages, il faut le comprendre, le mot « pauvre »,
évidemment pas d'une pauvreté matérielle, ni les pauvres d'esprit qu'on trouve dans l'Évangile. Il s'agit des pauvres parce qu'ils n'ont pas reçu ou qu'ils ont oublié le message évangélique qui normalement aurait dû leur parvenir. Voilà. Donc, les jésuites vont se lancer dans cette aventure. C'est une véritable aventure, et pour cela, il faut voir quel est leur terrain d'action. Leur terrain d'action, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est essentiellement la région du Saint-Laurent. Voici le Saint-Laurent. Tadoussac, là où les pêcheurs basques se regroupent et où ils préparent l'huile de baleine à partir de leur pêche. Québec, le premier poste qui est devenu évidemment une grande ville aujourd'hui, mais qui à l'époque doit avoir, dans les années 1608, date de la fondation, il y a certains hivers, il y a 15 ou 20 Français seulement. Et un peu plus loin, fondation postérieure, la ville de Trois-Rivières, toujours sur le Saint-Laurent, et ensuite Ville-Marie, qui est le premier nom de Montréal. Voilà. Et après, il y a les Grands Lacs. Chacun des Grands Lacs représente à peu près une centaine de fois la surface du lac Léman. Et donc, la difficulté, c'est que partout ailleurs, il y a des landes, des toundras, et il y a des forêts, parfois montagneuses et rocheuses, avec des arbres qui sont dans un état, des forêts primaires, des forêts les arbres qui s'écroulent en travers, il n'y a pas de chemin, évidemment pas de route, tout juste des sentiers que les Indiens connaissent, mais il faut passer sous les arbres, il faut frayer son chemin, et pour cela, il faut faire des distances de l'ordre, non pas de quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres, mais carrément de milliers de kilomètres. Donc, le seul moyen de se déplacer, c'est les voies par eau, rivières et lacs. Donc, les jésuites, lorsqu'ils vont décider d'aller rencontrer leurs ouailles à évangéliser, vont se déplacer sur ces fameux canaux d'écorce montés sur une structure en bois que les Indiens ont mis au point déjà depuis fort longtemps. Je vais vous lire un texte, un des premiers textes du père Lejeune, qui est un des premiers jésuites à être arrivé à Québec et qui a voulu rejoindre les Amérindiens du Nord, c'est-à-dire ceux qui vivent au nord du Saint-Laurent, dans cette zone, en bordure du Labrador, en essayant de vous traduire au passage quelques archaïsmes de langage, parce que c'est un texte qui date de 1607, donc il y a parfois des choses qui ne nous sont pas très familières. Les pères et frères que Dieu appelle à la sainte mission des Hurons, une des nations indiennes, amérindiennes, doivent soigneusement prévoir tous les travaux, les peines et les périls qu'il faut encourir en faisant ce voyage, afin de se résoudre de bonne heure à tous les accidents qui peuvent arriver. Il faut aimer de cœur les sauvages, les regardant comme rachetés du sang du Fils de Dieu, et comme nos frères, avec lesquels nous devons passer le reste de notre vie. Et là, il passe aux détails pratiques. Pour s'embarquer, pour plaire aux sauvages, il faut prendre garde de ne se faire jamais attendre pour s'embarquer. Il faut faire provision d'un fusil ou d'un miroir ardent, ou de tous les deux, afin de leur faire du feu. Le fusil, c'est le briquet. Pendant le jour, pour pétuner. Pétuner, c'est fumer. Et le soir, quand il faudra cabaner, c'est-à-dire camper. Ces petits services leur gagnent le cœur. Alors, je vous épargne la suite du texte qui est amusant. Il leur explique comment il ne faut jamais, évidemment, se faire attendre. Il faut relever sa soutane jusqu'aux genoux parce que sinon on se mouille complètement. Les canaux sont souvent percés, donc l'eau rentre. Il faut accepter tout ce qu'il donne à manger parce que ça sera tout. On ne mange que le matin et le soir. Il ne faut pas porter les grands chapeaux parce que les grands chapeaux peuvent gêner les gens qui pagayent. Et enfin, il dit, si vous avez décidé de pagayer pour aider les sauvages, si vous commencez à pagayer le premier jour, il faudra pagayer pendant toute la journée et pendant tout le voyage. Un voyage pour aller chez les Hurons, un des peuples dont je parlerai tout à l'heure, dure 1 mois, avec 1300 kilomètres. C'est-à-dire 1 mois pour se rendre chez les Hurons. Donc il faut vraiment reconnaître, et de temps en temps, il faut
descendre du canot, le porter sur le dos, faire ce qu'on appelle des portages aux endroits où il y a des sauts, comme on dit au Canada, c'est-à-dire des rapides. Et donc, c'est un voyage épouvantable, bien sûr. Hein. Et on mange une pauvre farine de maïs avec du poisson séché ou des choses que l'on pêche et que l'on chasse en route, et qui sont à moitié cuits, comme nous dit tristement la relation suivante. Alors, nous en arrivons maintenant disons, au fond de notre affaire, c'est-à-dire au sujet central. Ces Amérindiens, qui sont-ils? Alors, il y en a... Je vous ai mis... Ah oui, alors, j'ai oublié de vous mettre cette carte qui représente... On vous a superposé la région des Grands Lacs et le Saint-Laurent, le cours du Saint-Laurent. On l'a superposé à la carte de l'Europe pour vous montrer ce que c'est que les distances. Voilà. Et c'est ça, c'est là-dessus que les Européens doivent se déplacer à la mesure de ce que font les Indiens. Oui, bon, ça nous fait une distance Varsovie-Brest à peu près. Donc, rendez-vous compte de ce que ça peut représenter. Voilà. Donc, comme disent les Américains et les Canadiens anglophones, les natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur place, ou comme disent les Canadiens francophones, les autochtones, ce qui veut dire la même chose. Hein. Il y a, en fait, c'est peut-être plus commode pour nous pour comprendre les choses, il y a deux grandes familles linguistiques et deux ensembles culturels qui coïncident avec les ensembles linguistiques. Au nord du Saint-Laurent et au nord des Grands Lacs, et dans la région des Grands Lacs, c'est en rose-rouge, il y a les nations algonquiennes, c'est-à-dire les Algonquins, qui parlent des langues algonquines. Certaines d'entre elles sont intercompréhensibles, d'autres non. Il y a 150 ou 160 dialectes à peu près. Et un jésuite des années 1650-1660 a fait une carte de cette région, du nord du Saint-Laurent, et il a représenté l'un de ces Algonquins. Il l'a représenté en hiver, ce qui est peu vraisemblable. Alors l'hiver, c'est parce qu'il a des raquettes, comme vous le voyez. Ce sont les Amérindiens qui ont inventé de cette région, qui ont inventé les raquettes pour se déplacer sur la neige. Il chasse l'animal qu'on appelle moose en anglais au Canada, ou orignal chez les Canadiens français, et qu'on appelle élan. Voilà. C'est l'alimentation d'hiver de ces Indiens. Et il le chasse en raquette parce que quand il y a de la neige, 1 mètre, 50 cm de neige, de la neige fraîche, de la neige molle, les élans s'enfoncent jusqu'au ventre et courent difficilement. À ce moment-là, les Indiens sur les raquettes peuvent, eux, courir. Et par une tactique très élaborée, ils le rejoignent plusieurs fois en faisant des boucles le long de sa trajectoire, le long de sa fuite, et ils finissent par l'abattre. Et ça constitue la nourriture de l'hiver. Et lorsque c'est la belle saison, ils se réunissent au nord, ils se regroupent en unités beaucoup plus grandes, en nations, en tribus, en clans. Et là, ils vivent de pêche et aussi de commerce avec les autres Indiens, c'est-à-dire ceux dont je vais vous parler maintenant, qui, eux, pratiquent tout à fait un autre genre de vie. Alors, ces Indiens-là, les Algonquins, qui s'appellent eux-mêmes, donnons-leur leur nom, parce qu'aujourd'hui, leurs descendants sont nombreux, ils s'appellent les Anishinabeg, ce qui signifie les hommes. Il y a beaucoup de peuples dits premiers qui se sont donnés à eux-mêmes le nom d'hommes. Voilà, on est les hommes. Voilà, voilà, c'est un dessin qui a été fait dans les années 1660. Donc nous sommes toujours à la même époque, au XVIIe siècle. Ça représente un chef qui contrôlait une île sur la rivière des Outaouais, ou la rivière Outaouais qui passe par la capitale actuelle du Canada, Ottawa, qui a donné son nom. Donc les Indiens Outaouais ont donné leur nom à la capitale du Canada actuel. Et ce chef, qui s'appelle Tessouat, qui était borgne, on l'appelle le borgne de l'île, il a donné beaucoup de soucis aux Français parce qu'il défendait fortement ses intérêts et surtout il avait un droit de douane sur le passage sur l'Outaouais. Or, les Jésuites qui devaient se rendre chez les Hurons passaient forcément par la rivière des Outaouais, la fameuse balade de 1200 km. Et un des Jésuites a dessiné le portrait du chef. Alors vous voyez, scarification, mais surtout tatouage, et le sac de
ce qu'on appelle le sac de Pétain, c'est-à-dire le sac de tabac, ici, qu'il tient dans sa main, la pipe. Toute discussion, toute conversation, toute tractation, toute diplomatie commence par pétuner. On commence par pétuner, c'est-à-dire par fumer, qui est un acte également religieux. Voilà donc les Indiens, je dirais, pour parler rapidement du Nord. Et au sud du Saint-Laurent, il y a en bleu, il y en a ici, les Hurons, qui ne s'appellent pas les Hurons. Les Hurons, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a une étymologie populaire qui dit c'est les Français qui, en voyant la crête sur la tête, les mèches, et puis la tête qu'ils avaient avec les tatouages, ont dit quelle Huron. La Hure, vous voyez. Bon, la tête de cochon, en fait. Hein. Donc, bon, l'étymologie n'est pas, c'est pas du tout assuré. Quoi qu'il en soit, les Hurons, en réalité, s'appellent eux-mêmes, ils existent toujours, enfin leurs descendants, une partie de leurs descendants, ils s'appellent Wendat. Voilà, leur nom, c'est Wendat, ce qui signifie les habitants de l'île, les insulaires. Voilà. Donc, les Hurons, les Pétains, c'est-à-dire les hommes du tabac, qui s'appellent en fait les Tionontanoron, c'est-à-dire des noms un peu compliqués, hein, les hommes de la montagne, les neutres, et qui, eux, c'est les Français qui les ont appelés neutres parce que cette nation indienne maintenait une paix constante avec ses voisins, ce qui n'était pas le cas justement de ses autres voisins. Et puis, près du lac Érié, qui se trouve ici, il y avait les Ériés, qui s'appelaient eux-mêmes, qui portaient eux-mêmes. Alors là, c'est compliqué parce que très souvent, on a perdu le nom vrai de ces tribus qui ont disparu depuis. Je dis tribus, en fait, nation en réalité. Hein. Et ils s'appelaient les Hurons, leurs voisins, les appelaient des Ériés-Ronon. Ça veut dire les hommes du chat, ou plutôt les hommes du puma. Voilà. Très souvent des noms d'animaux, en particulier pour distinguer les clans à l'intérieur de chaque nation. Et puis alors, tout seigneur, tout honneur, ceux qui ont maintenant, qui sont assez nombreux, qui vivent soit au Canada, soit aux États-Unis, dans l'État de New York, il y a les Iroquois. Les Iroquois qui ont formé quelques dizaines ou peut-être un siècle avant l'arrivée des Européens, qui ont formé une confédération unitaire, et avec 5 nations que les Anglais nomment Onondaga, Oneida, Seneca et les Mohawks. Je vous en cite que 4. Les Mohawks, que c'est le terme qu'utilisent les anglophones pour parler de cette nation-là. Les Français disent les Agnés. En étant un peu plus proches de la réalité, ils s'appelaient eux-mêmes les Kanyenka-Kaa, ce qui signifie les peuples de la lumière ou quelque chose comme cela. Les Français ont supprimé la moitié du mot ou les 3/4 et les appellent les Agnés dans les textes. C'est ainsi que les nomment les pères jésuites en particulier. Ils ont une réputation, je dirais, de guerriers féroces. Le mot Mohawk a sûrement été emprunté aux voisins algonquiens du Nord et ça signifie tueur. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Mais c'est leurs ennemis aussi. Donc je vais rester un peu plus longtemps sur ce peuple parce que ce peuple a fait couler beaucoup d'encre, cette nation, cette confédération. En effet, ils ont été étudiés très tôt, vers 1850, par l'ancêtre de tous les ethnologues, hein, Henry Morgan, qui a écrit sur eux, qui a vécu près d'eux et qui a écrit sur eux, à une époque où l'ethnologie n'existe encore pas, et l'archéologie non plus. Et c'est lui qui a, en particulier, c'est l'inventeur de l'étude des liens de parenté. Il a fait des enquêtes dans le monde entier pour savoir comment on désignait l'oncle, la mère, le cousin, le frère, la sœur, quels étaient les liens de parenté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'évidemment très riche pour l'ethnographie, l'ethnologie. Ce Morgan a donc fait un ouvrage fondamental sur les Iroquois. Et, par parenthèse, ce livre a été lu par Friedrich Engels, le compagnon de Karl Marx. Et Engels en a tiré dans son livre Origine de la propriété privée, de la famille et de l'État, des conclusions sur le communisme primitif. Parce que, ce qui n'est pas complètement absurde, mais évidemment là c'est complètement abandonné maintenant, il n'empêche que le fonctionnement
de la nation iroquoise est une vraie curiosité qui a excité déjà la curiosité à cette époque. Voilà, il y a une carte un petit peu simplifiée de la population. Vous voyez, alors ceux qu'on appelle les Nipissing, qui vivent près du lac Nipissing, justement, les Algonquins, les Montagnais, les Micmacs, les Abénaquis, et aussi les fameux Mahicans, l'orthographe a été transformée un peu abusivement, qui vivaient dans cette région, sont des Algonquins. Et les Hurons, les Neutres, les Andastes et les Iroquois, donc ce sont des Iroquoiens, et ils parlent, eux, une langue iroquoienne qui est plus ou moins, qui est comprise un peu par tous ces peuples. Voilà. Alors, l'archéologie canadienne et américaine a permis de reconstituer, avec aussi des dessins faits par les jésuites dans l'angle des cartes, reconstituer ce qu'étaient ces villages. Les villages amérindiens, alors il s'agit cette fois-ci des Iroquoiens, c'est-à-dire des Iroquois, des Hurons. Les villages sont parfois des villages très importants. Ils regroupent ce qu'on appelle des maisons longues. Les Iroquois s'appellent eux-mêmes des Odosenae, c'est-à-dire les habitants de la longue maison, les gens de la longue maison. Une maison qui fait jusqu'à 80 mètres. Et à l'intérieur de cette maison, je vais vous montrer tout à l'heure quelques documents de reconstitution archéologique, vivent des fractions de clans. Des gens d'un même clan ou d'une même fraction de clans, les clans de l'ours, les clans de la pierre, les clans du loup, les clans du renard, etc. Et de part et d'autre d'une allée centrale, où se trouvent les foyers, 5, 6, 7 foyers, il y a 2 familles qui dorment sur des banquettes de chaque côté. Alors, certains de ces villages deviennent carrément des villes, comme celui-ci, qui est le site dit, le site Draper, du nom de l'archéologue qui a fouillé. Et vous voyez que par extension successive, on voit que ça forme des ensembles qui peuvent regrouper jusqu'à 2500 ou 3000 personnes. Donc ce sont vraiment des gros villages. Cette reconstitution un peu colorée, si vous voulez, c'est plus gratifiant, permet de voir comment un village important fonctionne. Il y a toujours, si possible, une hauteur. La plupart des villages et des villes sont entourés d'une double ou triple palissade avec un système défensif. Il y avait des chemins de ronde en bois avec des pierres, ce qui veut dire en fait que dès l'arrivée des Européens, il y a une situation relative d'insécurité, c'est-à-dire en fait des guerres tribales. Autour, pas loin en tout cas, il y a un cours d'eau, soit un lac, soit une rivière. Et ici représenté en partie, vous voyez les parties en jaune là, ce sont les champs de maïs. L'alimentation principale, c'est-à-dire l'activité principale, c'est la culture du maïs, entre autres. Le maïs permet de se nourrir toute l'année. On fait des réserves pour l'hiver qu'on met dans des puits sous les maisons. On les enterre carrément en mettant des écorces d'arbres tout autour de la fosse pour l'isoler de la terre. Et on entasse là-dedans soit des épis de maïs, soit de la farine, c'est-à-dire qu'on râpe les grains de maïs pour en faire des farines qui peuvent se garder pendant des mois et des mois. Voilà, ici un plan idéal d'une fouille archéologique. Quand les archéologues fouillent, ils trouvent des trous et c'est tout. Et quelques pierres qui indiquent l'emplacement des foyers. Mais ça permet de déduire, à peu de choses près, combien il y avait d'habitants. Et lorsqu'on fouille un site entier, on peut estimer, avec une marge d'erreur inférieure à 10%, quelle était la population à telle ou telle époque. Et comme ces gens-là cultivent le maïs et que le maïs épuise la terre, au bout de 15-20 ans, ils changent complètement d'endroit. Ils vont dans un autre endroit avec de l'eau, avec une forêt, avec des possibilités de culture du maïs, et ils recommencent en reconstruisant ces longues maisons. Et on peut suivre parfois une tribu entière, son itinéraire. Dans l'État de New York, par exemple, ça a été fait. Sur un siècle, on a suivi le déplacement, par des recoupements archéologiques, si vous voulez, pour montrer comment les Indiens comment l'habitat s'est développé petit à petit pour aboutir à des ensembles comme celui qu'on vient de voir. Alors, les archéologues, ça n'existe plus, je crois, maintenant. Évidemment, c'est au bout de quelque temps, le bois et
Et les écorces, ce sont des écorces d'arbres, ça. Voilà à quoi ressemblaient les maisons. En fait, on peut penser que c'est très proche de cela, et il y a même une partie du rempart qui entourait les villages. À l'intérieur, c'est ça. Enfin, c'est ça lorsque c'est vide et que c'est construit. Hein. On voit le foyer au milieu, et on voit le système de poutres qui permet, je dirais, d'assurer une assise très solide de la maison. Et les banquettes sur un côté où on dormait la nuit. Et où on range, dessous, sous les banquettes, on range un certain nombre de choses. Alors évidemment, il y a des chiens au milieu, il y a les enfants qui jouent, etc. C'est le lieu de vie des populations iroquoiennes. Voici une autre représentation, sans doute un peu plus réaliste. Vous voyez, les banquettes ici sont un peu plus élevées, et on voit très bien avec des échelles. Alors il faut ajouter à cela du poisson séché qui pend en grappe le long du toit, des épis de maïs par milliers qui pendent également et qui sèchent. Donc la fumée des foyers. Les jésuites pestent parfois parce qu'il y en a qui attrapent des ophtalmies, il y a la fumée qui stagne un petit peu. Il y a des ouvertures dans le toit, bien sûr, mais il y a surtout 2 ouvertures à chaque extrémité de la maison, la longue maison, où l'on entasse aussi des réserves pour l'hiver. S'ajoute à cela ce qu'on appelle les 3 sœurs. Ce sont les Iroquois eux-mêmes, les Hurons aussi, qui appelaient cela les 3 sœurs. C'est lié à une légende. 3 sœurs qui sont mortes et qui ont donné naissance depuis la terre aux 3 plantes, qui sont un surplus alimentaire de base. Il y a le maïs dont j'ai parlé, il y a les haricots. Alors vous voyez, on vous a mis ici, là-dessus, en quelque sorte, les valeurs nutritives et en même temps le rôle. Le haricot s'enroule autour du maïs, et en dessous, les courges, c'est-à-dire ça va du potiron à ce qui ressemble aujourd'hui à nos butternuts, si vous voulez, servent à limiter la croissance des plantes parasites. Donc on plante tout ça ensemble. Voilà. Et ça constitue des hectares tout autour des camps, tout autour des villages et des villes, des Hurons et de ces peuples iroquoiens. Un dessin du XVIIe siècle qui représente une femme justement en train de piler le maïs. Voilà, c'est un arbre évidé tout simplement avec un pilon. L'objet, alors c'est dans un musée à Montréal, je crois, ça date du XIXe siècle, mais les techniques n'ont guère changé. Hein. Voilà. Là aussi, c'est un dessin fait par un voyageur du XVIIe siècle qui a représenté un certain nombre de types humains, comme on aimait bien le faire à l'époque pour parler de l'étranger. Donc on a représenté ici une femme iroquoienne qui est en train de piler, comme vous le voyez, la même chose, hein, qui est en train de piler du maïs. Et ici, une femme qui tient son enfant d'un côté et l'élément nourricier, je dirais magique presque, c'est-à-dire l'épi de maïs. Alors, il n'y a pas seulement... on a souvent dans nos attitudes par rapport aux populations amérindiennes, on a une espèce de sympathie spontanée liée à ce qu'on sait de leur destin, c'est-à-dire du fait qu'ils ont été, je vais en parler tout à l'heure bien entendu, qu'ils ont été d'une part envahis par les virus et bacilles européens, mais qu'ils ont été aussi maltraités. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente du Canada, où les affaires de pensionnats réservés aux enfants arrachés à leur famille, bon, je dirais ça n'existe pas seulement depuis les années 60, hein, c'est depuis l'origine pratiquement, c'est-à-dire le 19e siècle, au moment où le Canada est devenu un pays avec un État structuré et où les choses sont devenues extrêmement sévères pour les Amérindiens. Mais donc cette image que nous avons favorable pour des peuples, je dirais, qui ont été victimes de beaucoup de... n'empêche pas qu'il ne faut pas non plus avoir une idée totalement rose des Amérindiens. Il y a une situation de guerre assez permanente entre des populations indiennes. Et les Iroquois vont s'y illustrer puisqu'ils vont pratiquement faire disparaître la totalité des autres Iroquoiens autour d'eux, c'est-à-dire les Pétuns, les Neutres, les Andastes, les Hurons.
et dans des guerres qui sont à l'origine, avant l'arrivée des Européens, des guerres de capture. Guerre de capture, ça veut dire d'abord qu'il y a une vendetta quelconque. Bon, il y a un ennemi, ça peut être un ennemi personnel dans une autre nation. Cette guerre, elle se mène soit par une cinquantaine d'hommes, une centaine d'hommes, rarement plus, mais ça peut être aussi une poignée de guerriers qui partent en expédition à 6 ou 7, qui tombent sur un village huron ou érié, par exemple, qui pillent, qui brûlent, qui tuent pas forcément, qui ramassent 2 ou 3 prisonniers, une femme, des enfants et des guerriers. Les femmes et les enfants sont jamais maltraités. Tous les observateurs de l'époque, je le dis entre parenthèses, s'accordent à dire que les Indiens ne violent pas. Ce qui, par rapport au comportement des armées occidentales de l'époque et de toutes les armées du monde, je dirais, voilà, c'est lié, je dirais, à quelque chose qui tient au mode de fonctionnement de la société iroquoise, des sociétés iroquoiennes. Quoi qu'il en soit, les prisonniers sont amenés, et là, il y a 2 cas se présentent, où le prisonnier va dans une famille iroquoise, où il va peu à peu, après une phase probatoire qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il va être adopté, éventuellement pour remplacer un frère, un cousin, un oncle, un père qui est mort, au combat peut-être, ou d'autres choses. On va lui donner le nom du mort. Et il va s'intégrer très naturellement, et il y a des tas d'exemples dans la littérature de jésuites en particulier de cela, c'est-à-dire l'adoption. On adopte assez massivement des prisonniers de guerre. Deuxième solution, est quand même assez fréquente, on fabrique dans la nuit un échafaud, comme on disait à l'époque, une estrade, on met un poteau, on attache toujours le prisonnier face au poteau, et là, pendant quelques heures, on va le torturer. C'est-à-dire le découper en morceaux, lui mettre des haches européennes en fer qu'on fait rougir, lui verser de l'eau bouillante sur l'épaule, jusqu'à ce que, et le malheureux, son rôle est de défier ses exécuteurs, de leur donner des coups de pied, de les repousser, de chanter plus fort qu'eux et de leur dire « vous êtes… Voilà, c'est le jeu, en quelque sorte. Enfin, le jeu. Il y a, je dirais, c'est comme ça que ça marche. On constate des rituels tout à fait semblables, avec des différences tout de même, mais des rituels tout à fait semblables au Brésil, en forêt amazonienne, avec les populations Tupi-Guarani. La différence, c'est que les Tupi-Guarani mangent systématiquement le prisonnier après. Le mangent intégralement. Voilà. Alors que les Iroquois le mordent éventuellement, en mangent un petit morceau pour des raisons symboliques, mais c'est surtout qu'ils le torturent et qu'ils finissent par le brûler complètement. Alors, c'est évidemment une image qui… voilà, c'est la guerre indienne. Cette guerre, elle va devenir légèrement différente lorsque les Européens seront là. Parce que les Européens vont très vite développer le commerce des fourrures à travers des sociétés de commerce. À l'image de ce que font les Anglais et les Hollandais, les Français vont développer la compagnie des 100 associés. Vous savez, c'est une compagnie de commerce qui consiste pour un certain nombre de gens, des élites aristocratiques et bourgeoises, à verser un certain nombre de milliers de livres pour aboutir à un capital qui pourra être utilisé pour investir dans des bateaux, dans une cargaison, et ensuite échanger cela avec des peaux de castor en particulier, comme toujours, et des fourrures, des peaux et des marchandises qui sont liées à cette région. Donc la guerre va devenir, à cause de la présence européenne et de la demande européenne en fourrure, on va appeler ça la guerre des fourrures. C'est pour ça que les Iroquois vont essayer de remplacer les Hurons comme pivot du commerce. Les Hurons ont réussi dans leur coin à centraliser toutes les fourrures qui viennent du nord. Elles sont beaucoup plus nombreuses au nord, dans le Labrador par exemple, ou autour de la baie d'Hudson, ou autour du lac Nipigon, dans les zones de la toundra du nord. Et les Iroquois vont détruire systématiquement, disperser, disons, toutes les nations iroquoiennes rivales pour pouvoir concentrer le commerce des fourrures qu'ils échangent contre non seulement toutes les marchandises que je vous ai décrites tout à l'heure, mais également contre les arquebuses. Les Iroquois sont les premiers
à avoir des arquebuses. Les arquebuses, les Français hésitent à en donner aux Indiens ou en vendre aux Indiens parce que les Français sont numériquement très faibles. Donc donner des arquebuses aux Indiens, c'est donner un bâton pour se faire battre. En revanche, les Hollandais qui sont installés à New York, qui s'appelle à cette époque Nouvelle-Amsterdam, ils n'hésitent pas, eux, voilà, les affaires sont les affaires, ils vendent des arquebuses aux Iroquois qui en auront jusqu'à 500 au moment de ces grandes guerres. C'était vers les années 1530, 1630, 1640, nous sommes au XVIIe siècle. Donc la guerre des fourrures qui va devenir une situation permanente pendant quelques années et qui va être la grande époque des Iroquois parce qu'ils vont être une menace pour les autres Indiens, mais aussi pour le petit établissement français qui compte à cette époque quelques centaines de personnes, donc très peu de soldats disponibles pour se défendre. Alors, les Iroquois, réputation très exagérée bien sûr par les témoins, ces images datent du XVIIIe siècle, dans une de ces encyclopédies qui détaille les costumes du monde, les peuples du monde. Voilà. Alors évidemment, un guerrier iroquois qui a des yeux féroces, vous le voyez, qui est en train de pratiquer sur une victime, un prisonnier, comme on disait, la scalpation à l'époque, donc le scalpage. Par parenthèse, les scalps, probablement à l'origine, remplacent symboliquement la tête. On ramenait la tête. Et puis on a jugé sans doute plus pratique de ramener le scalp par la suite. Les scalps, par parenthèse, seront des souvenirs extrêmement prisés par les Européens qui vont faire un séjour au Québec ou à Montréal. Et il y a une cote du scalp sur le marché. Donc les Européens vont en ramener pour les musées, pour les cabinets de curiosité. Voilà, une autre image de l'Iroquois. Vous voyez, il a une sale tête. Bon, c'est un Mohawk, c'est-à-dire c'est un méchant. Alors, il porte beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Apparemment, on est ou en automne ou au printemps où on était, mais il a quand même des raquettes. Et ça, c'est une indication pour les lecteurs. On ne porte pas de raquettes, évidemment, quand il n'y a pas de neige. Il a un casse-tête qu'il continue à utiliser jusqu'au XIXe siècle, parce qu'en combat rapproché, c'est très efficace. Vous voyez la séquence du dernier Mohican dans le film d'il y a 15-20 ans maintenant. Il y a une très belle scène où un des héros, Shinkagook, réussit à tuer le méchant, Magua, qui est un Huron, avec un engin comme celui-ci. Il porte aussi dans l'autre main, il n'a que 2 mains, mais il porte beaucoup de choses, il a ce qu'on appelle un wampum, c'est-à-dire une ceinture faite avec des coquillages, et qui sert de laisser-passer, mais aussi de messages de paix et de documents diplomatiques. Voilà. Et il a évidemment sur l'épaule, là il s'agit cette fois-ci non pas d'une arquebuse, ni même d'un mousquet, mais c'est carrément déjà un fusil. À cette époque, français et anglais et américains en vendent des quantités, bien sûr, ça fait partie des marchandises de base. Alors, ces Iroquois, ces Mohawks en particulier, qui sont en fait l'aile guerrière des Iroquois, ils habitent le long de la rivière Mohawk. Je fais une petite parenthèse parce que je vous ai dit tout à l'heure, les Mohawks ont été au début fournis en arquebuses par les Hollandais. Il faut savoir en effet que pendant 40-50 ans, les Français et les Anglais n'ont pas été les seuls. Ils ont été, en quelque sorte, ils étaient en rivalité. Vous voyez ma petite flèche, je pense. Vous reconnaissez peut-être ça, c'est Manhattan. Voilà. Et Manhattan a été acheté 60 pièces d'argent par Peter Stuyvesant aux Indiens. Peter Stuyvesant des cigarettes. C'était le 2e ou 3e gouverneur de la Nouvelle-Hollande. Les Hollandais, quelques centaines, sont restés, ont eu une petite principauté, et ils commerçaient justement avec les Mohawks le long de l'Hudson, la rivière Hudson. Voilà. Et ensuite, les Anglais ont mis la main sur la Nouvelle-Hollande, et la Nouvelle-Amsterdam est devenue la Nouvelle-York. Donc, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer une vue de la Nouvelle-Amsterdam, c'est-à-dire de New York, en 1666, c'est-à-dire on est toujours dans nos époques. Il n'y a pas la Trump Tower, mais il y a
un moulin. Ça, je trouve ça magnifique. Voilà, un petit moulin, un temple, le protestantisme oblige, hein, et voilà une espèce de système de grue. Ici, c'est Battery Park, pour ceux qui reconnaîtraient New York. C'est Battery Park, là où il y a les petits écureuils, et puis il y avait un fort avec des canons. Voilà. Et puis, il y a un peu plus loin des petites maisons avec des jardins, une population sans doute de 1500 personnes au départ, enfin quelque chose de très très petit. Ça va devenir New York par la suite, hein. La muraille défensive, parce que l'île n'est pas occupée, elle est occupée que pratiquement le 10e, est représentée par Wall Street, c'est-à-dire la rue du mur, la muraille, et Broadway, qui est la rue principale. Voilà, Broad en anglais, large rue, donc qui représente l'axe de Manhattan. Bon, je ferme cette parenthèse. Ça, c'était pour le plaisir de vous montrer ce très beau dessin, cette très belle carte visible. C'est la première image de New York, en fait. Voilà. Alors, on revient à nos jésuites. Les jésuites, en arrivant, donc, vont faire face, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ces peuples dont les intérêts ne sont pas forcément... ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts des Européens. Mais l'objectif des jésuites, c'est de convertir, c'est-à-dire d'évangéliser. Comment faire ? Alors là, il y a eu pendant 40-50 ans, c'est-à-dire la période, je dirais, de splendeur des jésuites, parce que vers 1680, disons que la période où la noblesse et la bourgeoisie financent ces opérations de conversion va s'arrêter. Je dirais que le capitalisme va l'emporter sur l'évangélisme, et donc les jésuites vont perdre d'influence. Mais pendant 30 ou 40 ans, ils vont avoir une certaine importance et être jusqu'à 40 ou 50 sur le territoire du Canada, futur Canada français, qu'on appelle maintenant la Nouvelle-France. Alors comment faire pour évangéliser les populations ? Alors, je vous ai mis ici, il y en a des dizaines, hein, la première page de ce qui sert en fait, qui a servi un peu à mettre sur pied ce que je vous dis, ou ce que je vais vous dire tout à l'heure aussi, c'est les relations jésuites. Relations, ça veut dire rapport. Tous les ans, le principal de la mission à Québec, ou un représentant chez les Hurons, c'est-à-dire à 1000 km de là, rédige un rapport qui est ensuite envoyé au provincial de France, c'est-à-dire l'échelon au-dessus, le chef des jésuites de France. Et ici, le texte est corrigé, est filtré, est modifié, est un petit peu censuré, et il est ensuite publié immédiatement dans une édition qui, l'éditeur va rester le même pendant tout le XVIIe siècle. Ça durera aussi un petit peu au XVIIIe avec des intermittences. Et c'est donc les relations de ce qui s'est passé de plus remarquable, vous savez, les titres de l'époque sont interminables, aux missions des pères de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France en l'année 1662 et 1663, envoyés, etc., etc., etc. Et vous voyez la date en bas, 1664. Voilà. Ces relations, je vous l'ai dit, c'est évidemment, elles sont destinées tout de même à... rendre la mission attractive, aider les gens qui contribuent, c'est-à-dire qui payent pour entretenir de 30 ou 40 jésuites et leurs auxiliaires et des ouvriers et des secrétaires avec eux. Donc il faut rendre les choses attractives, c'est-à-dire on évitera peut-être de montrer les échecs. On évitera évidemment de montrer que les choses sont plus difficiles que ça avait été prévu. Donc il y a là-dedans évidemment une littérature propagandiste. Mais, comme je vous l'ai dit en débutant, il y a des choses qui sont intéressantes sur justement l'objectif en quelque sorte, c'est-à-dire les nations indiennes. On a des témoignages de première main à condition qu'on les compare, qu'on fasse une analyse interne à ce qui est dit ailleurs, par exemple, pour comprendre qu'on a affaire ici à un document quasi brut sur ces nations qui, depuis, évidemment, ont été profondément changées. Il y a un premier obstacle, c'est l'obstacle linguistique. Il y a au nord les langues algonquiennes, avec 150 à 160 dialectes, et il y a au sud les langues iroquoiennes.
pour, je dirais, information, j'ai eu l'impression, en mettant mon nez dans des grammaires jésuites d'ailleurs, de cette époque, enfin du 19e siècle, beaucoup plus tardive, lorsqu'on regarde le fonctionnement des langues amérindiennes, on pourrait facilement penser que le chinois, c'est facile comme tout. Ce sont des langues d'une extraordinaire complication, extrêmement complexes, extrêmement riches, contrairement à ce qu'ont dit les premiers voyageurs. Les premiers voyageurs ont dit ces langues sont pauvres. Pourquoi sont-elles pauvres? Parce qu'on ne peut pas traduire la Trinité, on ne peut pas traduire la transsubstantiation, on ne peut pas traduire toutes les réalités théologiques de l'Église catholique ou protestante. Bon, évidemment, les langues indiennes ne sont pas faites pour ça. Mais ce sont des langues qui ont des particularités syntaxiques, des langues qui s'appellent polysynthétiques, et pas pour un Français, pour des Européens qui sont formés au latin, comme les jésuites, 10 ans d'études au minimum, hein, des mathématiciens, des astronomes, des gens qui savent le latin, l'hébreu et leur langue nationale. C'est une vraie difficulté. Le père Jean de Brébeuf, qui devient un expert en Huron, il est capable d'haranguer un conseil de Hurons, et les Hurons sont impressionnés par son habileté à manier la langue iroquoienne, le Huron. Le père de Brébeuf dit qu'il faut au moins 10 ans, il faut 7 ans pour maîtriser un peu la langue, et il faut 10-12 ans pour les haranguer, c'est-à-dire pour leur faire des discours. Voilà. Et c'est un expert en la matière. Alors il y a une deuxième chose aussi qui est un obstacle, et là on vient, je dirais, à quelque chose de plus grave et de plus catastrophique en quelque sorte, c'est les épidémies. Il faut savoir que, comme au sud, comme en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les voyageurs français, et les Anglais aussi d'ailleurs, ont amené d'Europe des virus, des bacilles, que la population européenne avait appris, entre guillemets, à maîtriser plus ou moins depuis des siècles et des millénaires. Les peuples européens élèvent des animaux. Les civilisations amérindiennes, sauf exception pour le Pérou et les Incas, les Amérindiens n'ont jamais pratiqué d'élevage. Ils apprivoisent les animaux, ils en capturent, mais ils ne font pas d'élevage. Or, les populations européennes, vous savez, les grandes épidémies, c'est la fréquentation des animaux. La fréquentation, c'est-à-dire vivre avec et près des animaux. Donc, en arrivant en Amérique, les Européens, dès qu'ils sont un peu nombreux, ils avaient dans leurs vêtements, dans ce qu'ils vendaient aux Indiens, la coqueluche, la variole, la rubéole, la roséole, des tas de saloperies comme ça, dont la plus terrible est évidemment la variole. On estime, alors les évaluations font discuter les spécialistes américains depuis déjà au moins 50 ans, on estime les morts à probablement entre, on va dire, le tiers ou la moitié des populations. On sait par exemple que les Hurons, on a les chiffres donnés par le père Brébeuf et le père Lejeune, on sait que les Hurons sont passés de 22 ou 23 000, chiffre probable de leur plus grande extension, à 8-9 000, après les épidémies qui ont duré 6-7 ans, dans les années 30 du XVIIe siècle, 1630-1640. Les Indiens ont réagi à cela de la façon suivante. Dans les relations jésuites de 1611, une des premières, il s'étonne, dit le père Biard, je crois, jésuite, oui. Il s'étonne, dit-il en parlant des Indiens, et se plaignent souvent de ce que dès que les Français hantent et on commerce avec eux, ils se meurent fort et se dépeuplent. Car ils assurent qu'avant cette hantise et fréquentation, hantise au sens de vivre avec, toute leur terre était fort populeuse. Et ils racontent par ordre, côte par côte, pays par pays, qu'à mesure qu'ils ont commencé à trafiquer avec nous, ils ont plus été ravagés de maladies. Lors d'un débat sur la religion entre des chefs algonquiens et 2 jésuites venus pour parler de Dieu et de parler de l'univers catholique, je cite cette fois-ci une relation de 1637, 20 ans plus tard, des chefs algonquins. Ils nous proposèrent 3 ou 4 questions, devant que d'entrer en discours de notre religion.
Premièrement, ils demandèrent pourquoi ils mouraient si souvent, disant que depuis la venue des Français, leur nation se perdait entièrement, qu'auparavant qu'ils eussent vu des Européens, que les seuls vieillards mouraient, mais qu'à présent il en meurt plus de jeunes que de vieux. Voilà. Il y a partout, là je vous ai mis 2 citations, je pourrais vous en lire d'autres, il y a partout ces remarques, c'est-à-dire que pendant 4, 5, 6 ans, une dizaine d'années en fait, dans les années 30 du siècle, les épidémies ont ravagé littéralement toute cette région que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut dire la moitié ou les 2/3 de la population a quasiment disparu. Alors, il y a des conséquences à cela, c'est que, bien sûr, sont morts non seulement des vieillards qui étaient la mémoire et l'expérience de ces nations, mais également des guerriers, mais également des jeunes. Et les populations se sont trouvées dans un état de faiblesse qui a probablement, alors ça c'est des réflexions qui ont cours parmi les historiens canadiens et américains, probablement accru le déséquilibre interne des nations et accru la situation de guerre. Voilà. Conséquence de cela, les Indiens très vite ont fait un rapport évident entre la présence des pères jésuites qui parfois venaient seuls, puisque Québec était loin. Donc les jésuites allaient très loin, chercher des nations indiennes les plus reculées possibles. Et ils voyaient arriver donc ceux qu'ils appelaient les robes noires, la soutane noire des jésuites, et ils les accueillaient volontiers, mais ils constataient que chaque fois que les jésuites arrivaient, il y avait un rebond de l'épidémie. Et l'explication immédiate que les Indiens, les Amérindiens avaient, c'était que les Jésuites apportaient la mort avec eux. Qui apporte la mort avec eux chez les Amérindiens? Des sorciers. Donc les Indiens ne se trompaient pas, les Jésuites apportaient la mort, effectivement. Ils se trompaient simplement sur les causes. Les Jésuites niaient, bien entendu, mais ils se trompaient eux aussi. C'est-à-dire qu'ils apportaient effectivement la mort, mais ils ne le faisaient pas, évidemment, volontairement. Les Indiens considérer qu'on soupçonnait sans arrêt les jésuites d'être des sorciers qui voulaient mettre la main sur le pays. Et on trouve dans les textes des citations très nombreuses de chefs de certaines nations qui disent vous nous amenez la mort et nous ne savons pas encore si vous le savez, si vous en êtes responsable, mais beaucoup d'entre nous le pensent. Que faire donc? Vous voyez, il y a déjà ce débat à propos de... Une fois les épidémies, il y a eu des accalmies après, à partir des années 40. Quelle tactique adopter? La première tactique des jésuites, à travers les épidémies, bien sûr, pendant toute cette période, ça a été de suivre les Indiens dans leurs courses, l'hiver, les Algonquiens au nord qui chassent l'élan. Épuisant et impossible. Les Algonquiens sont occupés à la chasse, quand ils ont chassé, ils mangent. Ils font toute la nuit des cérémonies en tapant sur des tambours et en hurlant, comme dit le Père Lejeune. Et il n'y a pas moyen de les convertir dans ces conditions, d'autant que les sorciers, comme ils disent, les magiciens ou les sauteurs ou les jongleurs, c'est-à-dire en fait les personnages qui font vivre la vie, je dirais, spirituelle des Indiens, c'est-à-dire les chamans, sont là pour contrer, évidemment, l'influence des jésuites. Donc ça, c'est abandonné. Et dans les propos reviennent très souvent cette image, cette idée, il faut arrêter les Indiens. Arrêter, ça ne veut pas dire les mettre en état d'arrestation, ça veut dire il faut qu'ils cessent d'être nomades ou semi-nomades, il faut qu'ils s'installent quelque part, qu'ils labourent la terre, de préférence à côté des Français qui sont un modèle. Et quand ils seront arrêtés et qu'ils seront devenus des agriculteurs tous, permanents, ils feront du blé, ils feront de l'élevage, à ce moment-là, on pourra les évangéliser beaucoup plus facilement. Inutile de dire que ça a marché. Par exemple, une année où à Québec, il a fait un hiver particulièrement froid, des populations de quelques dizaines ou quelques centaines d'Indiens sont venus s'installer à côté de Québec et sont restés pendant quelques années ou quelques mois. Il a fini par se créer ce que les jésuites voulaient, c'est-à-dire des réductions, comme il y en avait au Paraguay, en Amérique du Sud. Ces réductions, bien sûr, c'était un endroit où les Amérindiens pouvaient s'installer. Mais, très vite, les jésuites ont mis à cette installation des conditions. Et on en arrive à une situation où ils ont pratiquement imposé un certain nombre de comportements.
Alors, le comportement que voulaient imposer les jésuites, c'était en fait de transposer chez les populations iroquoiennes ou algonquiennes la situation des civilisations européennes. Et les civilisations européennes, bien sûr, le comportement des civilisations européennes, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples sur ce qui est le fond de la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie en fait les Amérindiens et l'Europe. Eh bien, c'est un certain nombre de considérations ou de conceptions sur la vie politique, par exemple. C'est un bien grand mot, mais enfin, c'est ainsi qu'on peut le présenter. La vie politique, la sexualité, le mariage et les conceptions religieuses. Alors, les jésuites ont constaté depuis le début que le fonctionnement des sociétés amérindiennes n'est pas du tout conforme à ce qu'ils s'attendaient. Les chefs n'ont pas de pouvoir. Les chefs n'ont pas de pouvoir. Ils sont sans arrêt en débat. Autrement dit, un chef ne prend une décision que lorsqu'il y a unanimité. Et cela se traduit par des conseils où l'on discute. Alors d'un côté, les jésuites constatent quelque chose de positif. Ils voient que les Algonquins, les Iroquoiens, les populations qu'ils fréquentent, sont patients, sont éloquents, s'écoutent, réfléchissent au milieu d'une intervention, laissent la parole à quelqu'un. Chacun peut parler comme il veut. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et ensuite, on délibère et on ne décide quelque chose que s'il y a eu unanimité. Voilà. Les jésuites sont en admiration devant ça. Il y a des textes où ils disent « ils sont patients », dit-il, et ils sont éloquents. Mais ils ne voient pas que, justement, cette éloquence et cette patience, elle est au service d'une conception politique qui est une espèce de communauté primitive où le groupe l'emporte sur l'individu. C'est-à-dire que c'est effectivement une espèce de démocratie où l'État est faible ou inexistant, où les chefferies ont pratiquement peu de pouvoir. On transmet le pouvoir à travers de père à fils, mais très souvent, quand le fils est mort ou quand il est notoirement imbécile, eh bien, on élit quelqu'un d'autre, on décide quelqu'un d'autre. Il y a les chefs de paix qui sont permanents et les chefs de guerre qui sont les jeunes, mais les chefs de paix, eux, il faut qu'ils aboutissent à un consensus. Et ça met les jésuites en pétard. D'ailleurs, ça met tous les Français en pétard. Et on a des textes qui sont assez éloquents à ce sujet. Dans une relation de 1637, un père, qui doit être le père l'allemand, dit « Il n'y a rien de si difficile que de régler les peuples de l'Amérique. Tous ces barbares ont le droit des ânes sauvages. Ils naissent, vivent et meurent dans une liberté sans retenue. C'est une grande risée, c'est une grande rigolade si vous voulez, parmi eux de dompter ses passions et une haute philosophie d'accorder à ses sens tout ce qu'ils désirent. La loi de notre Seigneur est bien éloignée de cette dissolution. Elle nous donne des bornes et nous prescrit des limites, hors desquelles on ne peut sortir sans choquer Dieu et la raison. » Et un autre exemple de 1640, 3 ans plus tard, là encore un père qui reprend les propos du gouverneur de Québec, qui s'appelle Montmagny. Voilà, c'est un seigneur formé par les jésuites, et à cette époque, il est tout à fait en adéquation avec ce que veulent les jésuites. Monsieur le gouverneur Montmagny, qui ne laisse écouler aucune occasion d'amplifier la foi et le royaume de Jésus-Christ, brosse à reluire, fit appeler les principaux chefs amérindiens, et après les avoir loués les uns d'avoir reçu le saint baptême et les autres de se disposer à le recevoir, après les avoir exhortés à tenir ferme dans la résolution qu'ils ont prise de cultiver la terre et de s'arrêter, après avoir recommandé aux chrétiens la constance en leur mariage, voilà autre chose, j'en parlerai encore tout à l'heure, il leur fit entendre qu'il serait à propos qu'ils élussent quelques chefs pour les gouverner, et que si les femmes, là aussi, et la jeunesse vivaient dans l'indépendance, que ce n'était pas le moyen de se conserver. Il faut introduire dans les sociétés amérindiennes l'autorité. L'autorité au XVIIe siècle
comme dit Molière, du côté de la barbe et la toute-puissance. C'est-à-dire, le roi a des sujets, le mari a une femme, les parents ont des enfants, le maître a des serviteurs, etc., etc. La hiérarchisation des sociétés occidentales, évidemment, est totalement absente des sociétés amérindiennes. Donc, transformer tout cela, vous voyez, nous aboutissons en quelque sorte à, j'appellerais ça une espèce d'ingénierie sociale qui consiste à transformer en quelques mois ou quelques années une société millénaire dans un modèle moderne qui, évidemment, n'a absolument aucun fondement parmi les Amérindiens. Donc, c'est une utopie. Alors, il y a eu polémique sur cette affaire à propos des jésuites. Il faut bien voir que les jésuites ne sont pas d'affreux impérialistes qui vont imposer quelque chose. Ils partent avec d'excellentes idées et ils veulent le bonheur du genre humain. Pour nous, témoins du XXIe siècle, lorsqu'un jésuite dit « cette petite que j'ai baptisée hier est morte, elle est bien heureuse, elle est au ciel », c'est un peu épouvantable, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il ne baptise pratiquement que des morts ou que des morts en sursis, c'est-à-dire des gens qui sont malades des épidémies européennes. Voilà. Donc, il faut avoir vis-à-vis de ces jésuites un regard historique, c'est-à-dire savoir qu'ils sont dans la logique de leur époque. Alors, autre chose, bien sûr, un sujet qui divise fondamentalement, c'est celui de la sexualité et du mariage. Comme la plupart des sociétés, le mariage, la sacralité du mariage est quelque chose de rarissime dans l'histoire du monde. La sacralité du mariage, c'est-à-dire le mariage exclusif catholique. Vous êtes marié une bonne fois pour toutes, c'est un mariage exclusif. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas. Donc là, pour des Amérindiens qui pratiquent non seulement le divorce, éventuellement, on a des témoignages de couples qui restent ensemble, mais il y a aussi des divorces. Ça, c'est quelque chose qui évidemment n'est pas acceptable, mais il y a aussi le mariage à l'essai. Alors là, scandale épouvantable, il y a la nuit des allumettes, c'est-à-dire que les jeunes gens se présentent près des cabanes la nuit, avec un petit bout d'écorce et de la résine enflammée, voilà, et la jeune fille passe la main à travers un trou de la cabane et ramasse ou ne le ramasse pas. Si elle le ramasse, le jeune homme rejoint la jeune fille et il s'occupe. Et évidemment, alors ça, c'est quelque chose qui fait bondir les pères jésuites, bien entendu, c'est-à-dire, en fait, appelons ça une période de fiançailles. Et alors, les jeunes filles choisissent leur partenaire, en essayent un certain nombre, ça apparaît sous cette forme dans les relations jésuites, et finissent par choisir un partenaire définitif. Autre motif de colère chez les jésuites, c'est ce qu'on appelle en ethnographie la matrilinéarité et la matrilocalité. Les populations iroquoiennes font passer la filiation par les femmes. C'est les femmes qui décident du nom et c'est les femmes c'est à travers elles. C'est un peu logique d'ailleurs quand on réfléchit, mais enfin, c'est pas partout comme ça. Quoi qu'il en soit, ce sont les femmes qui définissent la filiation. Mais en plus de la matrilinéarité, il y a la matrilocalité. C'est du jargon d'ethnologue, si vous voulez. Ça veut dire que le mari va habiter chez sa femme et la mère de sa femme. Et la femme peut fort bien renvoyer son mari qui n'a plus qu'une chose, à rassembler ses clics et ses claques et rentrer chez lui. C'est-à-dire chez papa, maman, ou chez maman plutôt. Voilà. Ou chez sa tante, ou chez son oncle. Il y a donc, alors ça, les jésuites du XVIIe siècle, imaginez un petit peu, parce que c'est un scandale formidable. Donc le pouvoir français, lorsqu'il est en accord avec les jésuites, va essayer à toute force d'éradiquer cela. Ça aboutit à, évidemment, des clashs considérables, puisque certains, évidemment, la plupart de ces nations seront très rétives. S'il nous reste quelques instants, je pourrais vous parler du cas des Hurons, justement, qui a conduit pratiquement à leur destruction. Mais il est certain que l'évangélisation a touché quelques centaines d'Amérindiens, mais que, fondamentalement, à chaque fois, les populations amérindiennes ont opposé
à, je dirais, ces tentatives, même lorsqu'ils ont accueilli les jésuites, même lorsqu'ils ont traité favorablement, qu'ils les ont nourris, qu'ils ont parlé avec eux, ils ont fondamentalement refusé l'imposition d'un modèle de civilisation différent du leur. Et ils ont, dans certains cas, religieusement, créé des mouvements comme le Midewewin chez les Algonquiens, par exemple, c'est-à-dire une espèce de mystique typiquement amérindienne pour s'opposer à un catholicisme ou un protestantisme envahissant. De même, les Sioux, dont je n'ai pas parlé car ce n'est pas du tout notre domaine, mais les Sioux ont créé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe la danse des esprits, qui a d'ailleurs été interdit par le gouvernement américain parce que c'était quasiment une espèce de réaction religieuse, mais un peu insurrectionnelle, si l'on veut. Donc à chaque étape, les Indiens ont su opposer de leurs propres ressources, dans le domaine religieux comme dans le domaine de l'organisation, une espèce de défense pour ne pas se faire imposer un système, évidemment, qui était totalement différent du leur. Et les chefs indiens, dans les discussions avec les jésuites, disaient « Mais toi, Échon, c'est Jean de Brébeuf, hein, toi, c'est bien ce que tu as dans ton pays, mais nous avons autre chose et nous sommes très bien comme ça. Nous irons voir nos parents au paradis, puisque tu nous dis que le paradis est un lieu agréable où on peut boire et manger et puis se réjouir avec ses amis. Mais pour ce qui est de la terre, nous en ferons comme nous avons toujours fait. » Voilà. Je termine par un document très intéressant, c'est le père Chauchetière qui, dans les années 1680, nous sommes toujours dans le XVIIe siècle, a mené une mission avec quelques dizaines, quelques 150 ou 200 Iroquois qu'il a réussi à regrouper près de Québec. C'est la mission du Sault Sainte-Marie, c'est-à-dire des rapides de Sainte-Marie. Bon, tous les noms au Canada, c'est des saints de quelque chose, hein, donc c'est toujours une... Et on voit, il a fait des dessins. C'est pas un dessinateur exceptionnel, comme vous pouvez vous en rendre compte, mais il a représenté des scènes sur le vif. Voilà, une scène d'orage. Alors on voit la chapelle en planche, hein, c'est encore très, je dirais, très sommaire comme installation. La croix derrière. Il y a toujours une croix. Hein, la plantation de croix fait partie de la prise spirituelle du territoire. Et à côté, un arbre qui est foudroyé. Épisode donc de ce qui s'est passé pendant une année. Des Indiennes qui prient la Vierge Marie, voyons une statue ici, et un magnifique lustre probablement hollandais. Les jésuites utilisaient beaucoup, le faste de l'Église catholique, des costumes, des cérémonies, pour impressionner et pousser à la conversion en quelque sorte. Les Indiennes qui prient et l'une qui se coupe les cheveux. Alors on voit dans certains cas limite, il y a une sainte Teresa Teratewa, qui a été canonisée par Jean-Paul II il y a 20-25 ans, ouais, c'est ça. Hein, et qui, on voit des cas de mystique extrême, c'est-à-dire cette Teresa Teratewa a passé sa vie à se flageller, à se priver de nourriture, etc. C'est-à-dire des situations en fait que les Indiens connaissent dans un autre contexte. Se mutiler, c'est se retirer de la vie sociale pour voir les esprits, par exemple. Les chamans le font, ça. Voilà. Et là, on a une situation de piété extrême qui mène à ces excès. Ici, cette jeune femme qui se coupe les cheveux et qui l'offre à Dieu, en quelque sorte. Hein. Voilà. Là, c'est un enterrement. Là aussi, les enterrements, c'est un scandale. On enterre tout le monde ensemble, on les déterre quand ils sont pourris, on déchire les chairs et on laisse les os, et on met des fourrures, on met des dons, etc. Donc il faut... Et là, c'est un enterrement chrétien. Voilà. Là, une scène autour de la mission Sault Sainte-Marie, on voit un Indien qui est en train de ramasser de l'herbe avec une houe assez bizarre, une faux assez bizarre, probablement faite avec l'omoplate d'un élan. Et au-dessus, vous avez là une activité des Indiens très fréquente, c'est le dénicheur d'oiseaux. Voilà, une procession. Là aussi, c'était pour impressionner dans les premiers temps de la conversion. Les processions étaient très utiles, le faste, l'encens, les aubes, etc. C'est tout un cérémonial qui impressionnait. Voilà. Et ici, c'est le jésuite qui est debout, qui tient une bouteille d'alcool dans sa main et qui va la fracasser au pied de la croix. Et au pied de la croix se torture dans l'impuissance le diable lui-même, qui va recevoir la bouteille d'alcool que les Indiens... Alors là aussi, c'est quelque chose qui... très vite, les commerçants ont compris que les Indiens, comme tout le monde, s'habituaient à l'alcool.
Et ça a été un trafic intense. Et là, les jésuites ont lutté de toutes leurs forces contre les commerces. Mais à cette époque, le commerce l'a emporté et ça a continué. Voilà, construction d'une chapelle pendant qu'il y a un pêcheur, quelqu'un qui met à l'eau un canot. C'est assez naïf, mais c'est marrant. Et 2 pères jésuites qui sont en train de mesurer une poutre destinée sans doute à la construction de la chapelle. Voilà. Je termine par ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais un peu systématiquement. Je vous oblige un petit peu à de la lecture. Ce qui différencie et ce qui explique pourquoi les tentatives jésuites sont une utopie, c'est le fait qu'on a affaire à des sociétés qui ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes critères. On a affaire à une société patrilinéaire en Europe, avec l'autorité masculine. En face, je vous l'ai expliqué, donc c'est à peu près l'inverse. Une religion exclusive, comme le sont les 3 religions du livre, c'est-à-dire qui détient la vérité. Les religions chamaniques, comme le paganisme antique, est une religion qui admet les dieux des autres, considérant simplement que les dieux des autres ont d'autres noms et qu'ils sont honorés différemment. Mais c'est les mêmes, c'est des puissances qui existent à différents niveaux de l'univers. Voilà. Fonction spécialisée, il n'y en a pas. Un chaman n'est pas un prêtre stipendié payé par la communauté. C'est en fait un membre de la communauté amérindienne qui décide de rendre service et qui a des rêves particuliers, par exemple, ou qui de temps en temps se réfugie dans les bois, rentre dans une cabane, fait de la fumée, voilà, s'intoxique un peu et a des visions. Et fait tout ce qu'il peut pour faire échapper sa nation à des maladies, ou pour favoriser la chasse, ou pour calmer la colère des animaux qu'on a tués trop longtemps, etc., etc. L'État, voilà, il y a un ethnologue d'Amérique du Sud qui a écrit un livre qui s'appelle Pierre Clastre, qui a écrit La société contre l'État. Voilà. Eh bien, l'État fort, centralisé, coercitif, autorité, c'est Louis XIV, Louis XIII, enfin bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est évident. En face, on n'a pas d'État. Il n'y a pas d'appareil d'État, d'administration. Il y a des chefferies faibles, comme je vous l'ai dit, et on fonctionne non pas à l'autorité, à l'ordre, mais à la persuasion. Alors, les guerres, je n'y reviens pas. Dans une société, l'ordre, la hiérarchie et d'autre part l'individualisme, c'est l'époque, le XVIe siècle, où en Europe se développe ce qu'on appellera le capitalisme, c'est-à-dire le fait de s'enrichir et d'entasser. Chez les Amérindiens, on le sait aussi, ça, les jésuites ne le comprennent pas du tout, il y a un fonctionnement collectif. Il n'y a pas de pauvres, parce que lorsque quelqu'un est pauvre, c'est un scandale pour le groupe, et on va lui donner à manger. On rentre chez quelqu'un quand on a faim, et on s'assoit, et on partage la gamelle, et ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui est naturel. Ce n'est pas de la générosité, il ne s'agit pas d'idéaliser les Indiens. C'est ainsi que ça fonctionne. Parce que c'est ainsi que le groupe est en quelque sorte uni. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fonctionne, chaque fois que quelque chose ne va pas dans le groupe, immédiatement, tout le monde se concentre. Si quelqu'un fait un rêve, par exemple, les rêves ont une importance extraordinaire. Ça agace beaucoup aussi les jésuites. On interprète les rêves. Quelqu'un rêve qu'il lui faut une hachette en fer, par exemple. Tout le groupe va se débrouiller pour trouver une hachette en fer et lui donner. C'est-à-dire qu'on règle les problèmes par la négociation. Si A assassine B, la famille de A va se rendre chez la famille de B et lui dire, voilà, on vous donne des pots de castor, on vous donne ça, on vous donne des wampins, des perles, etc. On les pose pour apaiser votre chagrin, pour aplanir la route qui nous a séparés. Il y a toute une rhétorique magnifique là-dessus. On négocie toujours. Et enfin, alors, autre question, les enfants corrigés. Les enfants corrigés, les Indiens ne comprennent pas pourquoi on fesse les enfants. Les jésuites frappent avec des baguettes, comme on le fait dans les collèges jésuites de l'époque en France. C'est-à-dire, on corrige les enfants quand ils font une bêtise. Les Indiens, ils montent au créneau dès qu'ils voient un jésuite ou un Français frapper un jeune Français. Alors, on a des anecdotes à ce sujet, bien sûr. Alors, je vous ai parlé de la monogamie exclusive et de la sexualité, et l'enrichissement et la redistribution, je vous en ai dit un mot à l'instant. Voilà ce qui caractérise la différence et qui fait que les sociétés indiennes, donc victimes déjà donc, des épidémies, ont dû résister à des pressions de ce genre. Je ne dis pas un mot des tentatives de conversion, mais ce qui est intéressant à savoir, et j'en terminerai par là, c'est qu'au XIXe siècle,
dans le lac Huron, au nord, pas loin de l'endroit où avait fleuri la nation huronne, disparue. Il y a une île qui s'appelle l'île Matitouline, qui est la plus grande île en eau douce du monde. Et sur cette île, il y a des populations algonquiennes dans les années 1860, 1870, 1880. Et des jésuites français sont revenus, canadiens-français, pour les évangéliser à nouveau. Il y a un livre qui est sorti, qui en fait un rapport extrêmement précis et qui montre que les jésuites des années 1880, 1860 ont rencontré strictement les mêmes problèmes qu'avaient rencontrés leurs prédécesseurs au XVIIe siècle, c'est-à-dire des gens qui sacrifiaient leur vie pour essayer d'imposer quelque chose sans qu'évidemment ce soit possible, sans dégâts. Voilà. J'en terminerai là, et si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Tant que... Je vous remercie.